Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus. Après Noël Tcheni, après Alia Tundou, aujourd'hui, nous sommes avec le président Fiyou Ndondo Boni. Il est là avec nous, présent d'un parti politique Orange. Le président Fiyou Ndondo Boni, soyez le bienvenu. Merci, Delphin. C'est un grand plaisir de me retrouver. Ndondo Boni, vous êtes le coordonnateur d'un regroupement CAL. C'est quoi? CAL veut tout simplement dire coalition pour l'appui et la consolidation de l'alternance. C'est une coalition qui a en son sein le parti Orange, certaines personnalités et plus de 150, plus de 120 associations avec qui nous travaillons dans le sens de consolider cette alternance qui est la victoire, le succès de l'élection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça prouve que vous êtes avec Félix Antoine Tshisekedi. Absolument. Vous n'êtes pas dans l'avocat. Pas du tout. Nous sommes avec le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, dans le souci de faire à ce que son mandat de 5 ans ici soit un succès et que, à fin de compte, le peuple se retrouve gagnant. Il faudra que le peuple gagne pendant ces mandats ici. Et pour que le peuple gagne, tout le monde devra se mettre ensemble et soutenir l'action du chef de l'État. Soutenir l'action du chef de l'État, c'est bien, mais sur la toile, on en parle, le chef de l'État se déplace trop. Jean-Jacques Mamba, l'un des députés nationaux du MLC, il dit que le Congo risque de perdre par rapport à ses déplacements. Non, je ne pense pas. On se déplace parce qu'il y a un besoin réel. Vous savez, aujourd'hui, les Congo, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, et nous devons arriver quelque part. La perception de notre nation au travers le monde est négative. L'image de notre pays est très négative. Donc, il faut aujourd'hui changer cette image. Quand il y a un produit sur le marché et que l'image de ces produits est déjà négative, personne ne va acheter ce produit. Aujourd'hui, le chef de l'État fait la tournée du monde pour signifier, présenter un Congo, une nation, non pas une nation à problème, mais une nation qui a une opportunité de développer leur business, une nation qui a une terre d'opportunités, une nation qui est un environnement qui peut apporter des solutions au monde. C'est cette image qu'il veut présenter au monde actuellement, de manière à ce que le partenaire vienne. L'image est partie que nous sommes une terre rouge, où il y a l'insécurité permanente. Il faut que les investisseurs se rassurent que nous sommes une nation qui peut donner l'inquiétude, qui peut donner l'opportunité à leur business de se développer. Et ça, c'est le travail que le chef de l'État est censé faire. Donc, ce ne sont pas des envoyés spéciaux qui pourront le faire ou certains ministres qui vont le faire. Lui-même, en tant que leader, parce qu'il a la responsabilité, le devoir de redevabilité à la population dans 5 ans, il veut se rassurer que tous les engagements qu'il a pris avec la population, dans 5 ans, il saura regarder la même population en face pour leur dire, voilà, nous avons relevé le défi. Président Fiyou Ndondo Boni, pour limiter les dépenses, est-ce que la ministre des Affaires étrangères ne peut pas faire cela? Il faut seulement que le président de la République aille lui-même avec un cortège de plus de 50 personnes. C'est le budget de l'État. Mais il y a des discussions. Le budget de l'État, c'est vrai. Mais il faut voir qu'est-ce que la nation bénéficie. Aujourd'hui, il y a des discussions qui peuvent se faire qu'au sommet de l'État. Des discussions directes. J'étais en Belgique quand le chef de l'État s'y était. Donc nous avons vu, nous avons assisté avec fierté la manière dont il a été accueilli. Nous avons vu de tout le bureau, toutes les institutions par lesquelles il est passé, la manière dont il a été accueilli, ça fait la fierté nationale. Et on se rend compte que le Congo maintenant est en train de rentrer dans sa place, est en train de récupérer son leadership. Mais pour que ce leadership soit récupéré, il faut que absolument le chef de l'État, qui est le garant de la nation congolaise, lui-même affronte cette réalité. Une fois le chemin est balisé, la voie est tracée, c'est à ces moments-là que les autres ministres et autres pourront poursuivre la démarche dans le sens de l'intérêt de notre nation. Les autres pensent que ce n'est pas pour l'intérêt du Congo, mais plutôt c'est pour légitimer son pouvoir à l'extérieur. Je rappelle que vous étiez dans la délégation avec lui en Belgique, mais lorsqu'un ministre belge dit que vous devez nous prouver que réellement vous êtes autonome, vous êtes président, c'est pas une manière de ridiculiser les Congos. Bon, il est libre de faire ses déclarations comme il a fait, mais je ne pense pas que la tournée du chef de l'État aille dans le sens de prouver une quelconque légitimité à qui
que ce soit. Vous avez vu, en Belgique, il y a eu 3 rencontres importantes en termes de catégorisation. Il y a des contacts sur le plan politique, il y a des contacts sur le plan économique, il y a des contacts au niveau de la communauté congolaise. Vous avez assisté, j'étais présent, la communauté congolaise, comment elle était mobilisée venant de la France, de Canada, tout ça, comment elle a été mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Et sur place, l'ambiance qui est régnée, quand on a entonné l'hymne national, on a senti un esprit d'appartenance, un esprit patriotique qui envahit la salle, disons que la fierté d'être congolais. Parce que tout le monde était déterminé, zélé, ayant la fermeté, la volonté d'accompagner le chef de l'État pour son succès. Et là, c'est très positif. Nous avons assisté à toutes les grandes réunions économiques. Personnellement, j'étais là, à la Chambre de commerce belge, à l'Union wallonne d'entreprise, j'étais présent. Et j'ai vu tous ces grands bailleurs de fonds déterminer la volonté de dire nous allons accompagner ce chef de l'État qui a la volonté, qui est vrai, qui a un discours sincère et vrai, qui a la volonté réelle de développer son pays. Nous allons l'accompagner. Maintenant, la faisabilité de cet accompagnement va se poursuivre. Mais pour y arriver, il faut que quelque part, les leaders, la personne qui a le leadership du pays, puisse faire le pas de manière à ce que la barrière qui a toujours constitué un obstacle de notre développement soit brisée. Et c'est ce qui se fait. Sur le plan politique en Belgique, le chef de l'État a rencontré tous les niveaux, en commençant par le roi lui-même. Donc vous comprenez que pour l'État congolais, c'est un bénéfice, c'est un gain, parce que la perception négative qu'a toujours eu le monde sur nous est en train de changer. Et ces changements-là va faire, avec ce que le chef de l'État, le Félix Antoine Tshisekedi, va accomplir pendant son mandat, une autre personne plus tard pourra continuer. Mais du moins, il y a un grand travail de fond qui est en train de se faire parce que nous étions dans un trou profond et nous sommes en train de sortir justement de ce trou. Est-ce que la Belgique était un partenaire important pour la République démocratique du Congo du moment qu'on sait que la Belgique n'a pas assez de ressources, gagne que par des taxes? Est-ce qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas voir mieux que la Belgique? Non, vous connaissez le système fonctionnel du monde ne fonctionne pas tel que toi tu le dis. Négliger la Belgique aujourd'hui comme partenaire, c'est mal réfléchir sur le fonctionnement mondial, international des choses. La Belgique a un rôle important à jouer et développer des relations avec la Belgique, renouer de bonnes relations avec la Belgique, stabilise beaucoup de choses. Vous savez, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur militaire, de l'armée, de la police, tout ça, la Belgique a un rôle important qu'il est en train de jouer, même sur le plan international, dans la présentation de certaines choses, l'instance internationale, la Belgique a un rôle important qu'il est en train de jouer. Même sur le plan historique, on ne peut pas être en conflit avec une personne, un partenaire, avec qui nous avons des relations historiques, même si il y a eu l'aspect négatif ou quoi dans ces relations, mais du moins, ce sont le fait historique que nous sommes censés consolider et bâtir et aller de l'avant pour l'intérêt de... Merci, président Fiyou-Ndomboni. Je rappelle qu'il est le président d'un parti politique Orange. Il soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais parlons aussi de l'actualité. Le chef de l'État était à 74e sommet des Nations Unies. On a entendu les discours. Apparemment, c'est un discours générique lorsque le chef de l'État dit qu'il va se battre pour que la gratuité soit effective en République démocratique du Congo. C'était pas un discours pour plaire aux autres du moment qu'on sait la réalité de la gratuité. C'est autre chose ici en République démocratique. Non, je ne pense pas que le chef de l'État a dit on va se battre. Le chef de l'État a dit l'enseignement. C'est déjà effectif. C'est déjà effectif. Donc il a affirmé que cela était effectif parce que... Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il est rentré dans la logique où le thème même du sommet, qui parlait de problèmes liés à l'environnement et des problèmes de la pauvreté et toutes ces choses, il a affirmé que la RDC s'était déjà engagée dans cette voie, prenant l'exemple de la gratuité de l'enseignement, parce que nous devons réduire les taux d'analphabètes dans notre pays, qui aujourd'hui est de 33%, et une des solutions pour réduire ces taux, il fallait aller dans le secteur de la gratuité de l'enseignement de base. Rassurez-vous, aujourd'hui, nous avons plus de 25 millions de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire. Et faire passer une année dans cette situation
l'année prochaine, c'est augmenter le nombre de Congolais qui ne sauront ni lire ni écrire. Donc, il faut commencer. La volonté, oui, mais la faisabilité, c'est autre chose. Présente une harmonie. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il a affirmé clairement, nous avons commencé. Et quand cela a commencé, lui-même a dit que nous commençons, nous savons que cela ne va pas être facile la première année. Parce qu'à la première année, nous allons identifier nos difficultés, le problème, nous allons les rencontrer et nous allons relever. Est-ce que ce n'est pas l'amateurisme? Parce que lorsque vous êtes au sommet de l'État, on ne tente pas, on fait avec l'exactitude. Ça n'a rien à voir avec l'amateurisme. Quand vous entrez dans un terrain de football, quand le match commence, même si l'équipe a fait des entraînements, il y a tout ce qu'on appelle les 15 minutes d'observation. Dans les 15 minutes d'observation, les joueurs se conditionnent. Et ça existe, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un processus qui va aller pour toujours, même si on n'avait pas commencé cette année et que cela devait commencer l'année prochaine, il allait toujours avoir dans ces commencements-là des zones de turbulences des débuts. Cela fait partie de la vie normale des choses. Quand une grosse machine veut commencer à tourner, au début, il y a toujours peut-être un peu d'hésitation, mais quand ça prend l'allure, et ça va pour toujours. Donc, nous sommes justement à ce niveau-là où la machine... Donc vous êtes en train de tenter, voilà, on comprend. Mais la machine commence à tourner. Commence à tourner, les faiblesses qui se présentent vont être réglées progressivement, identifiées et réglées, et l'année prochaine, quand nous allons commencer, les choses vont aller d'une manière correcte et exacte. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? C'est la matérialisation d'une volonté constitutionnelle. La chose la plus importante, c'est apporter justement cet aspect positif pour notre peuple. Là, tout le monde devrait se mobiliser pour y arriver. Quand l'ancien candidat président Mouzitou dit, Félix parle de la gratuité, soit il est en train de monter la population, soit il est dans l'inconscience, ça... avec les réalités que nous sommes en train de voir, je peux vous montrer les vidéos, il y a des gens qui réclament par rapport à ces paniers, donc il n'y a pas assez de salaires, les écoles conventionnées déclarent, font des déclarations, tout ça, et c'est incendier encore la nation d'une autre manière, du moment que si vous avez pris toutes les précautions possibles, et je vous rappelle, le porte-parole du gouvernement, il avait dit que le gouvernement est en train de chercher les moyens pour rendre la gratuité effective, mais vous vous dites que c'est déjà le cas. Voilà, passons, parce que au discours, il avait encore parlé de la présence de la MONUSCO encore en République démocratique du Congo. Joseph Kabila s'entend, il voulait que la MONUSCO laisse des Congos, mais lui, il réitère encore la confiance. Vous êtes dans la logique de la continuité, de la rupture, ou soit vous voyez des choses à votre manière. Il y a un peu beaucoup de choses qui ont été dites dans votre question. Le chef de l'État, dans son discours, a dit « Ce qui fait de nous des hommes, c'est notre capacité de trouver des solutions aux problèmes. » Et c'est ce qui fait de nous des hommes. C'est ça la différence. Une personne qui ne réfléchit pas dans le sens de la solution, c'est un animal. Donc, lui, il est dans la logique de solution. Les problèmes sont posés, il faut aller dans le sens de la solution. Alors, les problèmes qui se présentent par rapport à la gratuité, les solutions vont être trouvées, le gouvernement est là, c'est son travail. Ils vont régler ces problèmes pour que cela soit rendu effectif. Que prenons le cas de la MONUSCO par rapport à votre question. Vous savez, la question de la sécurité, il a très bien dit, le mandat même de la MONUSCO change. Ça ne soit pas seulement une histoire d'observation, mais ça soit également une histoire d'action. Vous comprenez? Il veut le résultat. Le résultat, justement. C'est un manager qui travaille sur base de résultats. Aujourd'hui, le business actuellement, la gestion actuellement, le système mondial de gestion est orienté résultat. Tu peux bien me raconter toutes les choses, moi j'ai besoin du résultat. Donc je te fixe des objectifs pour me donner le résultat. Le chef de l'État a la redevabilité vis-à-vis de la population congolaise par rapport à un résultat qu'il doit produire dans les 5 ans. Et ces résultats-là, il travaille pour l'obtenir. Donc, toutes les actions qu'il est en train de poser, ça s'est orienté vers un résultat qui devra avoir un impact réel vers la population congolaise. On veut qu'il y ait la paix à l'Est, on a besoin de partenaires solides qui pourront nous aider justement à avoir cette paix-là. Nous croyons que la MONUSCO, après toutes les analyses, peut jouer un rôle important. On n'a pas besoin de faire des batailles avec des amis qui sont prêts à nous aider. Donc, le fait de changer tout simplement leur mode d'action peut avoir un impact réel sur notre nation. C'est comme on a des joueurs, un joueur
qui jouait le poste numéro 7, tu te rends compte que le 7, il ne joue pas bien, je l'envoie à 11 ou je l'envoie au milieu, il va améliorer sa performance. C'est exactement comme ça qu'il a fait l'analyse de la réalité sur terrain. Si la MONUSCO pouvait jouer un autre rôle, développer ou améliorer son action ou son mandat sur terrain, ça aura un autre impact et évidemment, ce problème va être réglé. Il a aussi parlé de la maladie à virus Ebola. J'étais avec le président Mouka ici. Il dit que l'Ebola était devenu politique, mais le chef de l'État est animé par la bonne volonté de éradiquer pour trouver la solution à ce secteur-là. Pensez-vous que dans 6 mois, dans une année, on ne peut plus parler de la maladie à virus Ebola? Mais absolument, parce que déjà, depuis lui-même, il a levé l'option de piloter cette équipe qui fait la lutte contre la maladie. Avec les docteurs Mouyembe, tout ça, il y a des avancées significatives. Ce n'est plus à la une comme autrefois. Maintenant, nous sommes à l'étape d'annuler. L'Ebola a été politisé? Je ne vais pas entrer sur ce terrain. C'est fort probable qu'il y a une certaine dramatisation ou quoi, je ne sais pas. Mais du moins, le fait était là. Donc, le chef de l'État s'est engagé personnellement pour que cette situation qui a dérangé la population congolaise, même dérangé l'image de notre nation, parce que ça crée une certaine insécurité côté sanitaire par rapport à notre nation, vous comprenez qu'il devait s'y impliquer. Donc il s'y impliqué, les choses sont en train d'évoluer positivement. Pour nous, c'est un grand succès, nous bénissons le Seigneur pour ça. Président Fune Doboni, vous poursuivez dans la logique de la continuité ou de la rupture? Non, il n'y a pas de continuité, c'est une rupture en fait. Il n'y a pas de continuité, c'est une rupture. La continuité peut être dite dans le sens de soubassement constitutionnel de l'État, parce que la loi est la même. Quand nous sommes en train, le chef de l'État est en train de bâtir une action sur base d'un fondement constitutionnel, et que le précédent a travaillé sur le même fond constitutionnel, donc on peut parler d'une certaine continuité dans les sens. Mais en termes de philosophie d'action, en termes de pensée politique, en termes de stratégie politique à mettre en place, ce n'est pas la continuité. Le régime sortant n'a pas entretenu de très bonnes relations, par exemple dans la diplomatie avec certains partenaires. Le chef de l'État est en train de renouer, donc ce n'est pas une continuité, c'est la rupture, un changement, parce que le Congo doit être présenté, doit monter, doit aller de l'avant et s'aligner dans la catégorie des grands et jouer réellement son rôle en tant que nation au cœur de l'Afrique. Donc pour cela, il faut une forte diplomatie, il faut changer l'image négative, il faut, c'est ce que le chef de l'État... Les changements, c'est maintenant, il faut changer l'image négative. À l'époque de Joseph Kabila, son directeur des cabinets, à son temps au Bochab, il y avait l'histoire des 32 millions. À l'époque de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'état des droits, l'histoire des 15 milliards. Ça millions plutôt, ça pullule sur la toile, son directeur des cabinets est cité. Pensez-vous que pour préserver l'image d'un état des droits, son directeur peut démissionner pour l'honneur de la nation? Bon, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Je pense que le chef de l'État... Bochab avait démissionné. Le chef de l'État, à l'époque, il avait démissionné parce qu'il était conscient qu'il avait perçu cet argent. Nous sommes à une étape où le chef de l'État est en train de séparer les choses, le pouvoir. Il y a une enquête qui a été faite, il y a eu un rapport qui a été dressé, déposé à qui de droit au niveau de la justice. Il revient à la justice de faire son travail, de faire ses enquêtes et d'investiguer pour tirer des conclusions qui s'imposent. Sur base de cela, de ce rapport, de ces conclusions, c'est à ce niveau-là que les choses vont se tirer. Mais pour l'instant, le porte-parole du chef de l'État a dit que le chef de l'État faisait encore confiance en son directeur de cabinet. Donc le reste... Ne les couvre pas. Ça n'a rien à voir avec la couverture. Vous savez, dans le couloir politique, on en parle. Il faut comprendre, le chef de l'État a pris de la hauteur sur beaucoup de questions. Il ne veut pas s'ingérer dans la séparation du pouvoir qui existe déjà. Donc il y a un pouvoir judiciaire. Il est le commandant suprême, il est là pour veiller. L'unique chose qu'il est en train de faire, c'est de rassurer que tous les organes, chaque organe peut travailler correctement sans pour autant être dérangé, sans pour autant être influencé
négativement dans son travail. On sent un désordre organisé au sein de la présidence, parce que lui-même, lors d'une émission avec nos confrères de TV5, il a dit que lorsque le directeur des cabinets avait interpellé l'inspecteur, ce n'était pas dans ses prérogatives. L'inspecteur était dans les prérogatives du chef de l'État. On comprend déjà un touillis-bouillis, mais le chef de l'État, voulais-je dire, lance un mot, rétrocommission, apparemment. C'est comme si c'est là, il avait conscience que ça se faisait à la présidence. Non, je pense qu'il y a une lettre qui a circulé venant du procureur général de la République demandant à l'ensemble de la population de ne pas trop spéculer autour de cette question. Le procureur s'est saisi du dossier, il est en train d'investiguer là-dessus, il y aura un rapport qui va être publié. Donc, je fais partie des personnes qui reste attaché aux principes républicains, au respect de la loi, au respect de toute autre orientation. Je préfère ne pas trop faire de commentaires là-dessus, attendant justement ce rapport qui va être publié par le procureur, et ça sera plus intéressant. Parce que pour l'instant, nous sommes que sur des spéculations, et les spéculations là, ça ne va pas nous aider à avancer. Et je préfère attendre justement la fin des enquêtes, et quand les enquêtes vont être publiées, tu pourras m'inviter, on pourra discuter là, calmement là. Lors de la propagande, Félix Antoine Tshisekedi avait promis 86 milliards, 85 milliards du budget, projet budgétaire, on nous parle dans 7 milliards. Si on essaie de calculer dans 5 ans, carrément, ça ne va pas répondre à ce qu'il avait promis. On est toujours dans la continuité. Pourquoi vous voulez parler de la continuité? Matata, son temps, c'était 8 milliards, Tchibala, 6 milliards, Félix Tshisekedi, on attendait 15 milliards, c'est 7 milliards. Non, d'abord, il y a un pas qui est fait. Le dernier budget, c'était 4 milliards. Maintenant, là, c'est 7 milliards. Il y a un pas. C'est le gouvernement qui a préparé, mais le chef de l'État, certainement, va avoir un œil là-dessus avant que ça soit présenté, validé ou pas. Mais du moins, il y a un pas qui est déjà fait. Un pas. Vous savez que même au cours de l'exercice, on peut faire de révisions positives du budget. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Prenons les choses dans la dimension positive pour améliorer. Prenons les choses dans la dimension positive pour améliorer. Donc, déjà, on est parti de 4 milliards à 7 milliards. Il y a 3 milliards supplémentaires. Maintenant, il est question d'identifier d'autres voies qui pourront créer des revenus de manière à ce que ce budget soit amélioré. Les contacts qui ont été prises par-ci, par-là peuvent aussi avoir un impact positif par rapport aux actions immédiates à court, moyen, long terme de notre budget. Donc, ce qui fait que les projets vont être présentés à l'Assemblée nationale, les députés vont nous faire leurs observations. Certainement, ça sera des observations constructives dans le sens d'améliorer ou de faire avancer les choses. Encore, la chose la plus importante, notre nation doit aller de l'avant et être en mesure de relever les grands défis qui se présentent devant nous, les défis du développement. Le Franck Diongo, le député honoraire, il ne pense pas aussi que ce budget va honorer le président de la République, parce que c'est quelqu'un qui a un devoir, le peuple d'abord, donc il faut essayer d'augmenter ce budget. Le chef de l'État aussi pensait, il a dit qu'il va créer une nouvelle agence de la lutte contre la corruption. Comment s'y faire avec un système déjà installé que lui-même avait demandé de déboulonner? Est-ce que vous avez déjà commencé à déboulonner? Oui, mais pourquoi les gens sont si pessimistes? Le chef de l'État a annoncé la création de cette agence de lutte contre la corruption. Donc c'est positif, il faut attendre que ça soit créé et ça commence son travail. Pourquoi est-ce qu'avant même que la chose ne puisse exister, on est déjà pessimiste? Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas être contents qu'il y ait gratuité d'enseignement? Ils ne voient que l'aspect négatif, que ça ne va pas marcher. Les gens pensent que c'était une méthode propagandiste. Donc, si nous avons 7 milliards, au moins 2 milliards et quelques, donc oui, le pays, l'urgence est dans tous les secteurs. Ok, il reste 5 milliards, mais les 5 milliards restants dépassent déjà le budget antérieur du gouvernement, le budget antérieur. Vous comprenez? Ça dépasse déjà le budget antérieur. Donc, or, cette réalité de la gratuité d'enseignement réduit déjà une bonne partie des charges de la population majoritaire, le fonctionnaire de l'État, la population, parce qu'on n'a pas des classes moyennes jusque-là dans ce pays, je peux dire la population réelle de notre pays, qui
une bonne partie du salaire va justement dans la formation. Mais quand l'État prend en charge cela, quelque part, ça allège déjà le poids des parents, qui constitue plus de 35% aujourd'hui de la population congolaise. C'est un impact positif. Donc, il faut que les gens apprennent à parler des aspects positifs de cette action. Il est vrai, Pareto, quand il parle du rapport 20-80, quand 80 personnes sont d'accord, il y a au moins 20% qui ne sont pas d'accord. C'est tout à fait normal qu'il y ait 20% soit de ratés ou de personnes qui ne sont pas d'accord, qui se mettent à parler. Ça fait partir de la vie normale des choses. Mais commentons sur les 80% positifs de cette gratuité. Commentons sur les 80% positifs de toutes les questions que tu es en train de poser sur cette histoire de la lutte contre la corruption. Commentons, c'est positif. Mais attendons, parce que nous sommes en train, le chef de l'État s'est engagé pour bâtir un État de droit. Un État où tout le monde va se sentir qu'il fait partie de la nation, personne ne va le menacer, personne ne va le contraindre, personne ne va le bloquer à ne pas faire X, Y ou Z. Toute la liberté est garantie dans tout le coin. Donc, c'est cette nation qui est en train de se bâtir et que l'argent de l'État serve également pour l'intérêt général de tout le monde, non pas un groupe de personnes qui se mettent à puiser l'argent de l'État et faire des satisfactions purement personnelles. Mais quand une telle chose est annoncée, il faut acclamer, c'est positif. Mais avant que la chose ne puisse fonctionner, on amène le découragement pour que ça ne fonctionne pas. Et là, ce n'est pas possible. Il veut lutter contre la corruption, c'est une question de curiosité. Le chef de l'État dit qu'il ne va pas fouiner dans les passés pour les gens qui ont fait des crimes économiques. Il va à l'état des droits, ce n'est pas se contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. C'est tout simplement pour dire que ce n'est pas son rôle de fouiller, mais la justice a la responsabilité de le faire. Son rôle à lui, c'est de travailler pour mettre en place une justice responsable, une justice qui pourra comprendre le rôle qu'il a à jouer, une justice qui se dira que je n'ai pas des injonctions à recevoir de qui que ce soit, je me sens à l'aise à faire mon travail sur le plan en tant qu'homme, c'est-à-dire les conditions de l'homme, les conditions de travail et la sécurité garantie. Et c'est cette justice-là qui va fouiller dans le passé. Parce que la justice a certainement de plaintes. La justice peut se lancer des enquêtes par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce pays. Et la justice va puiser pour que, s'il y a des sanctions à prendre, la justice qui le fera. Ce n'est pas lui le chef de l'État. Parce que le chef de l'État a plutôt la vision de transformer toute la médiocrité héritée du passé à quelque chose, à une terre où tous les succès, les audaces pourront être possibles pour l'intérêt de l'ensemble de notre peuple. Avant la dernière question, président Ndoboni, Jean-Pierre Bemba avait dit nous devons crédibiliser nos institutions. Vous étiez candidat député national à la circonscription de Lukunga. Vous n'étiez pas parti en justice parce que vous n'avez pas confiance à la justice. Bon, je ne suis pas allé à la justice parce que, en fait, le mécanisme fonctionnel, la CENI n'avait mis en place aucune disposition qui pourrait nous permettre d'avoir le soubassement nécessaire pour aller porter plainte. Donc, nous avons considéré cette situation comme un fait. Nous avons considéré, faisant confiance justement aux institutions actuelles, surtout l'élection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dans sa vision, essaie également de crédibiliser la CENI. Vous savez dans quelles conditions on est allé aux élections. Donc, aujourd'hui, toutes ces institutions sont à travailler, que ça devienne crédible. Nous croyons que les prochaines élections pourraient être des élections crédibles et tout le monde pourra être suffisamment aisé pour avancer. La toute dernière question, c'est aussi votre mot de la fin. Vous l'avez proposé le plan de sortie de la crise au Conseil national de la réforme institutionnelle. Vous voulez crédibiliser les institutions. Est-ce que cette proposition est mauvaise? Bon, nous sommes régis par la Constitution. Je ne vois pas ça quelque part dans la Constitution de la République. Je ne vois pas ça. Donc, nous sommes déjà passés à un moment où il y a une alternance dans ces pays. L'alternance existe. Dans 5 ans, nous irons encore aux élections. Et toute personne qui se veut gagner ou gérer le pays va participer aux élections. Et sinon, on se met dans l'opposition pour contribuer de manière à ce que le pays avance. Et nous voulons avoir des propositions concrètes en termes, soit des critiques positives, pour que le chef de l'État travaille dans le sens de bâtir
les intérêts de notre peuple. Merci, Président Fiona Leboni. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand plaisir. Merci. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Je rappelle que Président Fiona Leboni est le président d'un parti politique Orange et aussi coordonnateur du CAL. Donc, il soutient Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Restez fidèles à notre programme. Merci à notre AG Papa Likundi et voilà les 15. Merci à vous. Restez fidèles à notre programme. Au revoir.